Bonsoir. En tant qu'architectes, nous vivons dans deux mondes, le monde réel et le monde imaginaire. L'architecture est la construction d'expériences physiques réelles. Il s'agit de temps et de matière. Le grand maître architecte et professeur Alexandre de la Sota a dit « L'architecture n'est pas une invention, mais une intention. C'est un ordre intérieur, mais également c'est l'ouverture de cet ordre afin de le confronter à la surprise et la contradiction. » Il dit que l'architecture, c'est réaliser rien, dans toute la mesure du possible. Alors, ce rien, en fait, c'est l'espace. L'espace entre la ville, la rue, entre la rue et le seuil, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le sol et le ciel, entre la lumière, l'air, le volume, l'espace où tout cela, nous, humains, vivons. Alors, la matière ou les matériaux sont l'opposé de rien. Nous sommes intéressés au quelque chose qui n'est rien. Nous sommes intéressés à l'espace, nous aimons le volume, la place, la transparence, qui en fait n'est qu'une superposition de rien, illusion et effet. Alors c'est notre ville, Dublin. Nous avons travaillé, nous avons réparé, nous avons raccommodé cette ville, la ville des rues, de ses parcs, de ses places. Nous avons travaillé vraiment avec le grain, avec le rythme, la stratégie, l'expérience. Nous avons essayé que le réel devienne imaginaire. Nous avons travaillé, nous sommes consacrés à l'urbanité. Nous croyons dans la ville. Nous souhaitons que la ville vive. Nous sommes concernés par vraiment le faire de cet endroit, lire la carte et également cartographier la lecture. Nous travaillons dur, d'ailleurs, avec tout ce qu'est la construction, avec beaucoup de rigueur, avec bien sûr notre imagination, en recherchant et bien sûr en tenant compte des prescrits réels. Nos outils sont bien sûr le besoin, la structure, la lumière, les plans, les structures, les coupes, le climat, la culture, la signification, la surface, le toucher et la matérialité. Alors, on parle de Dublin. Ici, vous voyez, c'est un concours que nous avons gagné en 1991, pardon. Et ici, c'est vraiment l'échelle de la ville que nous avons essayé de révéler. C'est toute une gamme entre vraiment le traitement de la ville, mais également de projets publics. Ici, ce que vous voyez en rouge, ce sont des zones de Dublin dans lesquelles nous avons travaillé. Et nous avons terminé d'ailleurs par un projet que vous voyez ici, qui s'appelle Temple Bar, Trinity College, Marion Square et Stephen's Green. Nous avons travaillé sur ces bâtiments publics et également sur des petits projets dans des petites ruelles, avec d'ailleurs la même préoccupation utilitaire que vous pouvez voir. Nous sommes d'ailleurs tout à fait impliqués de la même manière que dans des projets plus importants. Voilà notre équipe que nous utilisons pour préparer notre travail, mais également pour tout notre travail pédagogique. Alors, de l'enfant à l'adulte, eh bien, c'est justement toute cette pédagogie, notamment dans les écoles primaires, secondaires, mais également, nous sommes passés au niveau universitaire. Et c'est véritablement une équipe de prise de conscience, si vous voulez, de sensibilisation, car ce que nous voulons, c'est puiser dans notre expérience et celle des étudiants et faire ruisseler tout cela vers le bas, tout ce que sont la mémoire, hein, tout ce qu'est le sentiment accumulé, pour reprendre tout cela dans un réservoir. Ici, vous voyez à gauche, c'est Val-Solar. Il y a là 5 villages très denses, d'ailleurs, qui sont plus ou moins abandonnés, et à droite, Lugano. Et ce sont les lieux de recherche pour nous, en tout cas en ce qui concerne la signification de l'éducation et de sa contribution à la société. Ici, vous voyez, ce sont des étudiants qui s'enracinent, qui s'intègrent à la ville, et des étudiants qui envisagent et qui ont une vision de l'interrelation entre l'école et la ville et la société. Ça, c'est un projet pour une école primaire. En dehors de Dublin, ce qui était important pour nous, c'est qu'en termes plus globaux, en fait, l'école fait partie de l'éducation.
et de la société. Et trop souvent, on les renvoie vers l'extérieur. C'est un problème pour nous, les architectes, parce qu'en fait, finalement, nous avons des écoles qui ne font plus partie du tissu de la ville, ne sont plus des grains de ce tissu et de ce textile de la ville. Et ici, ce sont des enfants de 4 à 12 ans qui sont accueillis. Et dans le système éducatif d'Irlande, les enfants passent toute leur journée dans une seule classe que nous avons souhaité développer. Dans le cadre de ce programme, c'est que chaque classe devienne une sorte d'expression individuelle, bien sûr, de l'ensemble de l'école, mais également que chaque classe respire la démocratie. Alors, il y en a 10 et elles donnent vers le sud. Et chacune a un studio, un espace de studio, qui est un peu un espace privé et un petit jardin privé, un petit jardinier privé. Alors, le développement de l'école, effectivement, a été une manière de faire vivre, d'épanouir une école. Les coûts de construction étaient peu élevés. À la vérité, nous avons travaillé d'ailleurs sur du calcaire. Nous avons travaillé avec peu de moyens. Et avec peu de moyens, nous avons utilisé ce système de béton pour avoir une forme de toiture qui a été modifiée, qui est modifiée en tout cas par rapport à la surface du sol. Ces différentes toitures nous a permis également de faire pénétrer la lumière. Nous avons essayé de récupérer les rayons du soleil du sud pour chauffer cette école. En ce qui concerne le paysage, les briques qui sont à la base, en fait, enracinent ce bâtiment dans ce qu'est le tissu local. Ce qui est important également, c'est que les étudiants, les enfants, puissent passer de chez eux au studio, à l'école et également, et ce petit endroit de 2 mètres sur 2 mètres qui est un endroit privé, un petit espace pour les petits. C'est un espace qui, d'ailleurs, ne se lie pas seulement à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Nous avons souhaité qu'il y ait un lien étroit entre le jardin, entre l'extérieur et l'intérieur. Ici, l'intérieur du studio, vous le voyez, et le passage vers le couloir et les enfants qui sont dans cet espace très certainement modifient tout l'espace avec l'extérieur. Ce petit monde privé leur permet de changer cette relation à l'extérieur. Et puis le soleil qui pénètre de manière filtrée dans cet espace. Encore une autre école qui se trouve aux limites de la ville. Et ici, nous avons, je crois, un représentant de l'OCDE. C'est une organisation qui classifie les différents bâtiments scolaires de par le monde. C'est la manière dont nous avons construit cette école, dont nous l'avons imaginée, nous l'avons conçue, avec des petits jardins privés. C'est effectivement un seul étage. Il s'agit d'un bâtiment qui est construit sur une colline. Nous avons 4500 mètres carrés qui est organisé autour de cours intérieures, 4 cours intérieures. En ce qui concerne le paysage, nous avons en tout cas changé les niveaux au fil de la courbe, de la montée de cette colline, ce qui a permis d'organiser, d'agencer différemment cette école qui est sans étage, si vous voulez, ou en tout cas n'a qu'un étage. Puis nous avons essayé de pouvoir voir de plusieurs endroits cet espace, ce beau paysage, mais également avoir une vision, une vue du ciel avec ses couleurs changeantes et la lumière qui pénètre également dans la classe. Alors, ce que nous avons trouvé intéressant en travaillant au fil de notre praxis, c'est que finalement, on travaille sur des petits projets, sur des grands projets, et simultanément, à la vérité. Et réaliser une maison, c'est toujours une expérience particulière. Ici, c'est de la ruelle dont on vous parlait, et c'est une des maisons. Ce sont des maisons qui ont été rénovées dans une petite ruelle latérale. Alors,
en fait, la maison est un espace privé, intime, un endroit qui abrite, qui protège et qui permet de se retirer du monde extérieur. On sait que Dublin est une ville qui est construite en briques, une brique qui est jaune, assez différente des autres briques habituellement utilisées. Nous entrons par une cour intérieure. Et ce que nous avions pensé, c'est que cette maison devait être tout à fait transparente, en tout cas au niveau du rez-de-chaussée. Nous avons ici un bloc de 19 mètres de profondeur. Il a été véritablement construit en excroissance. Nous avons 26 mètres de profondeur et 4 mètres de façade pour chacune de ces maisons. En voyant la partie latérale de cette maison, il y avait tous les problèmes, bien sûr, de voisinage, de ne pas pouvoir voir l'autre chez lui dans son autre maison. Et donc, nous avons joué sur les niveaux du sol pour pouvoir éviter justement. Par exemple, nous avons changé la manière dont l'escalier est construit et agencé afin qu'il n'y ait pas de possibilité de voir chez les voisins au départ de cet escalier. Et puis également, nous avons changé les seuils de ces maisons. Dans le projet que nous avons finalement perdu. Nous allons d'ailleurs vous montrer à la fin de cette conférence un certain nombre de détails de cette construction. Nous avons souhaité effectivement que les briques ne soient pas attachées, ne soient pas retenues, ne soient pas... Et c'est vrai que nous avons appris beaucoup. Tout ce que nous avons appris, en tout cas, peut s'intégrer dans des projets plus importants par la suite. En ce qui concerne les villes, nous avons parlé de villes irlandaises, nous avons parlé des bâtiments scolaires, nous avons parlé également des ruelles. Ce que je vais vous montrer ici est un théâtre, un centre artistique. Très souvent, comme en France, j'imagine, et je le sais d'ailleurs, le centre, l'ancrage d'un village, d'une ville est souvent une ruine, est souvent un château, enfin un point de référence, un repère dans la ville. Dans cette ville de Neville, ce qui était au début un espace assez vert, en fait, est devenu pratiquement une autoroute, en tout cas une grande voirie. Et nous avons décidé de construire un centre théâtral. Ce que nous avons fait est une forme qui réhabilite, si vous voulez, l'absence de centre-ville. Nous avons à nouveau utilisé la pente, la déclinaison, et nous avons essayé en tout cas de construire un ruban qui permet de relier cet espace à la ville. En fait, partout dans cet espace théâtral qui pourtant utilise le déclivé de la colline, eh bien, nous avons l'impression, grâce aux différents escaliers, que tout se trouve au rez-de-chaussée. C'est un espace public ici, avec des petites cours qui permettent de laisser pénétrer la lumière. Beaucoup plus importante, bien sûr, la lumière qui nous vient du ciel que celle qui vient du sol ou d'un niveau plus bas. Et le ruban qui entoure la partie plus solide de ce théâtre. Le soir, il est ouvert au public. C'est effectivement un phénomène à cet endroit. Et puis, le volume qui le recouvre, permet d'avoir une entrée plus intime à ce théâtre. Il saillit véritablement que cette construction qui se trouve au-dessus de l'entrée
et qui permet de donner une impression de ruban enveloppant l'ensemble. La forme du théâtre, à la vérité, est inspirée par la forme du sol. C'est un espace intérieur, un paysage. À nouveau, il s'agit d'un ancrage, d'un enracinement. Nous aimons beaucoup, en tout cas, qu'il y ait une connexion, une liaison étroite avec le sol, avec le terrain et puis le jardin qui, d'ailleurs, souvent accueille des expositions artistiques. Alors, l'intérieur n'est pas énorme. Nous avons construit cela avec notre projet Bocconi à Milan. Donc, il y a un certain nombre de références croisées entre les deux. L'une des choses que nous avons recherchées dans le cadre de ce projet, nous avons vu le théâtre de Gérone et c'est vrai que nous sommes inspirés de sa perspective, ce théâtre grec, toute l'idée de rotation et de jouer sur 3 espaces d'accueil du public, 2 pour le public ici en tout cas, et le 3e espace est consacré aux acteurs sur la scène. Nous avons essayé qu'il y ait une dynamique qui se développe, un environnement qui permette de développer, de tisser une relation très étroite entre la scène, justement, et le public. Et à l'extérieur, énormément de lumière utilisée par la communauté pour un certain nombre de fêtes, de rencontres plus informelles. C'est le village que l'on traverse pour aller vers un ailleurs. Nous avons ainsi construit dans la ville également, voilà Dublin. Ici, vous voyez Stephen's Green et cette place georgienne qui est fabuleuse du XVIIIe siècle. Nous avons décidé de travailler et Dublin est une ville essentiellement de maisons en briques du XVIIIe siècle. Et en général, également, d'ailleurs, le sol est en pierre. Le département des finances devait s'insérer dans ce qu'est ce Dublin. Notre préoccupation, notre inquiétude était véritablement de marier, qu'il y ait vraiment une liaison, un lien étroit avec Dublin. Nous avons décidé de choisir cette pierre en calcaire. Nous étions attirés par cette pierre parce qu'il s'agissait d'un département public, d'une construction, donc public, d'un bâtiment public, d'un bâti. Nous avons repris des éléments de l'architecture géorgienne. Vous pouvez voir ici, d'ailleurs, il y a à la fois connexion et déconnexion, il y a séparation et union. Et nous avons donc une certaine séparation qui est assurée par 3 mètres de différence. Et puis, derrière, il y a un cimetière huguenot. Ce cimetière s'est établi en 1600. Les Huguenots, en fait, ont contribué beaucoup au développement de la ville. Ils ont fui la France lorsqu'ils ont été persécutés. Ils nous ont permis d'établir une relation étroite, un rapport entre le jardin et nous avons également, de cette manière, pu faire des ouvertures des fenêtres qui donnent vers l'ouest. Toute cette idée de seuil, de passage, une surface en pierre calcaire et qui permet par une petite grille de fermer à la fois l'endroit, mais de le laisser ouvert pour que le regard puisse y pénétrer et qu'il y ait un certain plaisir. Dans ces bâtis géorgiens, il y a un espace qui est très important. Traditionnellement, ce fut l'escalier. Étant donné que ces bureaux n'avaient rien de spécial, nous avons décidé que l'escalier serait effectivement ce seuil à franchir pour entrer dans ces bureaux
et serait le lien avec l'extérieur. Et donc, il redescend, il est le ruban qui emmène vers l'extérieur. Également, autre caractéristique, c'est la couche qui existe entre le monde extérieur et l'intérieur et qui révèle tout à fait en tant que séparation qu'il y a véritablement un seuil d'entrée de la lumière qui sépare clairement l'extérieur de l'intérieur. Nous avons également utilisé un mode de circulation, ce qui donne un sens de démocratie ou une impression de démocratie. Tout le monde, tous ceux qui travaillent dans ces bureaux voient l'extérieur, et puis cette cheminée a été réinterprétée comme effectivement un lieu de filtration de l'air. Ces 3 mètres de saisie, en fait, donnent l'impression de masse. Alors, ce qui était également important comme porte-à-faux, c'est 100 mm de pierre. Ça, c'est véritablement de la pierre. Ce n'est pas 20 mm, mais ce sont des planches de 100 mm qui jouent ce rôle de séparation avec du blanc. Nous avons souhaité construire ce mur qui sépare du cimetière du Huguenot. Et c'est une manière également d'apporter de l'air à ce bâtiment. 50% d'ailleurs est en matériaux plus solides, et puis 50% plus en verre, etc. Tout ce qui laisse pénétrer la lumière. Et la lumière est très pénétrante dans ces bâtiments. Parfois, d'ailleurs, on peut retrouver des bâtiments de 70% en dur et 30% de matériaux plus légers. Telles étaient les caractéristiques de ce bâti géorgien. Vous voyez à la gauche le plan de Dublin. Et lorsqu'on apprend d'une ville, Milan à droite, eh bien, sentir la culture permet en tout cas d'absorber et de peut-être transposer, ou en tout cas de voir différemment les échelles et de construire différemment. Alors, nous allons vous parler bien sûr de l'université, de ce projet Bocconi à Milan, qui se trouve au cœur de la ville, véritablement sculpté dans la terre, inséré dans le sol. Ce n'est pas comme Florence, ce n'est pas pittoresque, ce n'est pas Rome. Et il s'agit d'un peuplement celtique qui a été travaillé par les Romains et également entouré par des murs espagnols. Et je dois vous dire, abrupt, aussi abrupt que l'Empire austro-hongrois, unique, ce Milan, avec des restrictions extérieures, mais beaucoup de sophistication intérieure. Alors, pas de fleuve, pas de mer, pas de montagne, les Alpes au loin, c'est vrai. Nous avons donc dû construire une pièce dans un tissu urbain. Nous pensons que cette université est véritablement un des rares espaces publics, véritablement publics dans notre société contemporaine. On travaillait sur les structures à grande échelle, l'espace public-privé, construction, connexion, et nous avons cru que nous pouvions ainsi transformer l'ordinaire en dialogue avec la véritablement gravité. Et il s'agit vraiment d'une lutte de géants entre eux. 6 niveaux en dessous du sol et 6 niveaux au-dessus du sol. Alors, 65 000 mètres carrés, je vous l'ai dit, les murs, en tout cas, de la ville sont toujours espagnols. Ce n'est pas un campus comme à Dublin ou à Oxford, c'est un campus tout à fait différent. Et pour comparer avec Dublin, vous pouvez voir, on vous le disait, et c'est Saint-Stephen ici, nous avons en tout cas un sens d'échelle. Ça
à Dublin, ça représenterait à peu près 3 pâtés de maison. Alors, pour en revenir à ce qu'est l'architecture et ce que nous ressentons comme architectes. Nos sens, en tout cas, étaient très, très aiguisés. On connaissait Milan par les photos, réputation, cinéma, etc. On savait qu'il y avait du style, qu'il y avait certains modes de vie, un sens du monumentalisme. Puis nous avons également recherché des pistes pour percevoir les éléments, les composants architecturaux qui nous permettraient de mieux comprendre la ville. Et on doit vous dire que le toit, le dôme, en fait, a été pour nous un espace théâtral que nous avons découvert. C'est donc à la fois fait par l'homme, mais également quelque chose qui relève du paysage, des qualités théâtrales extraordinaires. Nous avons étudié ce dôme avec des étudiants et ils nous ont fait cette maquette qui donne l'impression, en fait, d'une suspension de cette toiture au-dessus de la ville, Milan. C'est une ville, bien sûr, qui a des espaces vastes, la gare centrale, ces espaces, ces galeries. Nous n'avons pas autant d'espace à Dublin. Mais lorsqu'on voit des villes, en fait, ce qu'on y découvre, c'est qu'il faut parfois se pencher sur les petits détails, sur les surfaces, ce qui est touché, tout ce qui est touchable, tactile, et voir un peu quel est le matériau utilisé aussi dans une ville comme Milan. Nous avons trouvé une pierre en ville, qui est tout à fait une pierre que nous n'avions jamais vue et qui ressemble un tout petit peu à du béton, mais du béton qui aurait vieilli. Et ce que nous avons utilisé dans notre projet, Milan est une ville assez impénétrable de l'extérieur, assez difficile, dure. Il faut vraiment pénétrer plusieurs couches avant de parvenir au cœur de Milan, par traverser des cours intérieures, etc. Mais essayer de travailler sur ce site, ce terrain. Nous avions Pacano, Muzio, qui sont très sobres. Et donc, c'était un véritable enjeu, un défi. Pagano, en tout cas, peut-être se trouve plus en bordure à la limite de Bocconi. Et nous avons découvert qu'il y avait cette artère qui n'est pas extraordinaire, hein, loin s'en faut. C'est pas quelque chose qui relève du superbe, loin s'en faut, ou de la richesse. Nombre de ces bâtiments ont été malheureusement détruits, mais il y a en tout cas ce granit qui est vraiment très présent et nous avons dû prendre tout cela en considération, ou voulu en tout cas le faire. Nous allons essayer de penser à comment nous pourrions repenser, imaginer une université au sein de la ville, trouver le grain qui allait bien sûr s'insérer, ce modèle qui allait permettre l'intégration de cette construction dans la ville. La stratégie que nous avons, qui nous est venue à la tête, qui nous est venue à l'esprit, ça a été d'ouvrir l'université à la ville. Deux composantes essentiellement. Il s'agissait d'assurer l'accueil des conférences, donc les infrastructures qui se trouvent en sous-sol s'y prêtaient, nous avons pensé. Puis il y avait également des bureaux pour les professeurs, 100 professeurs. Nous avons décidé d'ignorer en partie ce qu'on nous avait demandé de faire. En réalité, nous avons essayé de casser la rupture entre le sous-sol et le sur-sol, si vous permettez. Nous avons décidé en tout cas de plus jouer sur le privé et le public. Essayer qu'il y ait cet échange afin que la ville fasse partie du projet, entre dans le projet, soit accueillie et inversement. Et en ce qui concerne le sol en pierre et le reproduire à l'intérieur pour ouvrir l'université justement à la ville, qu'il y ait cet accueil,
plus qu'elle ne l'aurait été si nous ne l'avions pas fait. Nous avons décidé également de couper, d'assurer un certain nombre de vides, de pouvoir verdir ces pierres à certains endroits en les développement. Nous avons creusé en profondeur la terre pour y découvrir toutes les richesses, les potentialités. Rationaliser tout cela, eh bien, nous avons décidé d'utiliser la toiture pour ce faire. C'est donc une construction, un bâti qui est à l'échelle de la ville. Il ne s'agit pas d'un bloc urbain. Nous avons organisé ce bâti. Nous avons décidé d'ouvrir un nouvel espace public. C'est vrai que l'artère qui passe juste à côté, vous avez vu, est très bruyante avec des transports publics. On a décidé d'avoir une entrée qui se trouve au milieu, véritablement, et qui soit une cour intérieure où on puisse tout à coup découvrir à droite à gauche tout le projet et en découvrir sa conception. Avec les bureaux des professeurs ici qui se trouvent à l'entrée, qui est un lieu privé d'ailleurs, le café, les facilités et cet espace qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, qui ouvre vers le monde extérieur. Ça, ce sont les plans, en fait. C'était au moment du concours. Nous sommes posé la question de savoir comment cet espace de monde qui est aussi fait de grenier ou type de grenier pouvait mieux s'intégrer à tout ce qui se trouve en dessous, tous les étages. Alors, on fait toute une série de volumes qui permettent cette intégration et ce passage. Nous avons utilisé cette structure à grande échelle pour libérer l'espace. Nous avons voulu construire des poutres qui permettent véritablement de suspendre la toiture afin d'avoir des galeries également, des espaces verts qui soient moulés, qui soient sculptés et qui sculptent également le sol, le terrain. Nous voyons cette idée d'une espèce de rythme. Ça, c'est un bâtiment de 25. Nous avons 25 mètres et qui permet une certaine circulation. Puis, dans l'autre direction, l'autre orientation, on pouvait organiser les bureaux pour avoir une certaine diversité, une pluralité. Donc, ce sont une cascade de construction de bâtis. Et au niveau de la toiture, vous pouvez voir toute cette idée reprise de moulage, de sculptage, de véritablement travailler, mettre, comment repousse le cuir, repousser cette matière. Ce que nous aimons dans ce projet, c'est qu'il y a toute une aération, il y a une respiration extraordinaire, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de contrition, il n'y a pas de resserrement. C'est une ouverture, une grande respiration, et c'est sans doute le point central de notre projet. Enfin, en ce qui concerne tout ce monde du bureau qui devait être en lien avec le bas, avec tout, nous avons utilisé des arcs-boutants. Et venir dans une ville comme Milan, où nous sommes arrivés avec des stratégies, avec tout un bagage architectural, bien sûr, qui est le nôtre. Nous avons dû nous battre pour trouver un langage architectural qui corresponde, qui fasse écho à Milan. Nous avons pensé à Pagano, à Muzio, peut-être le travail tout héroïque de Corso italien, qui se trouve à 5 minutes à pied de cet endroit. Et ça, c'est véritablement un travail de collage qui a été d'ailleurs un tournant dans le projet. Nous avons décidé qu'après avoir situé l'auditorium dans un coin, nous allions pouvoir élever ce qu'était le sol, le terrain,
afin de donner une autre viabilité. Alors, les jours de soleil, ce qui nous a frappé, c'était en octobre, lorsque nous sommes allés voir ce site. Nous avons découvert qu'en fait, il y avait beaucoup de brouillard. C'était une ville extrêmement brumeuse. Le temps semble être tout à fait arrêté lorsque vous voyez le canal d'un côté, qui est une des pièces d'eau essentielles. Et vu le brouillard, nous nous sommes dit, mais comment créer un niveau architectural, social? Et nous avons pensé que peut-être ce n'était pas une porte qu'il fallait faire, mais plutôt une fenêtre à s'ouvrir vers la ville. Nous sommes posé la question de savoir, mais en hiver, lorsqu'il y aura du brouillard, lorsqu'il se fera brumeux, comment allons-nous nous sentir? Comment les personnes, la population va se sentir? Et nous pensons que c'est un peu comme en Chine, une espèce d'attraction du public vers l'intérieur. Le sol, comme vous le voyez, tout à fait sculpté, hein, c'est une espèce d'émergence de la terre de cet auditorium. Et des espaces de bibliothèque et le mur, d'ailleurs, qui sépare de la ville. Et à l'intérieur, nous avons souhaité un monde très intérieur où la lumière peut entrer, où on peut ouvrir après s'être protégé tout en établissant le lien sans s'enfermer. Vous le voyez, pardon. Et ça fait partie d'ailleurs de l'exposition Miss Van der Rohe. Tout cela nous montre tout ce que sont les parties de ce projet. Tout ce qui est construit là, des murs en dur, mais également les coins et la pénétration de la lumière. Ça, c'est ce que nous avons fait pour la Biennale de Vienne en 2002. Alors, à Venise, ici, c'est un espace public qui s'ouvre vers un autre espace public qui doit accueillir 650, de 400 à 650 personnes, et avec une terrasse publique. L'auditorium a trois endroits qui sont utilisés pour des conférences. Et ça, c'est un périscope qui permet à la lumière naturelle d'entrer, de pénétrer. On se posait la question de savoir, mais quel type de pierre allons-nous utiliser? Nous avons choisi, bien sûr, une pierre locale que l'on appelle le cepo, le chepo. Et nous avons été visiter la carrière. Ce qui nous a frappé lorsque nous l'avons visitée, c'était la forme de cette pierre dans la carrière et tout à fait la forme conservée dans la ville, dans le bâti urbain. Donc, nous avons voulu, en tout cas, qu'il y ait cet aspect monolithique que la pierre présente naturellement lorsqu'elle est encore dans la carrière. Puis, certaines formes également, nous avons découvert dans la carrière, sont des formes que l'on retrouve dans le tissu urbain de Milanais. Puis, c'est vrai que il était très important, en tout cas, d'avoir ce genre de pierre pour construire Bocconi. Ce qui nous a frappé, c'est que, en fait, cette carrière est travaillée, l'extraction se fait à l'intérieur. Donc, nous sommes entrés dans cet espace. C'est une première pour nous. 8 mètres, d'ailleurs, de mètres cubes qui sont coupés. Qu'est-ce que nous avons répété? On a répété, si vous voulez, la carrière ici à l'intérieur en laissant la lumière entrer. Bon, c'était en construction. Nous sommes à 8 mètres sous terre. Mais c'est un peu comment nous avons imaginé la pénétration de la lumière dans cet espace. En tant qu'architecte, nous avons toujours un programme extrêmement élaboré, complexe. Ici, nous travaillons sur 7 appartements. Une des choses qui était très, très intéressante en ce qui concerne ce programme,
il y avait un élément qui devait se retrouver dans tous les appartements, c'est entre une bibliothèque et un lieu de vie. Alors, nous avons souhaité qu'il y ait à nouveau une interaction avec le monde extérieur, avec la rue. Difficile, évidemment, de marquer la limite des bureaux et donc nous avons essayé de jouer sur différents niveaux et sur des chevauchements et que ces murs également soient en interaction avec la vie. Nous avons, la plupart du temps, ces personnes d'ailleurs vivent à Paris, nous avons regardé à ce qui se passait et nous avons pensé à ces espèces de bancs, essayer qu'il y ait juste un écran qui sépare cette construction de la ville. C'est le produit, en tout cas, de ces différents enchâssements de matériaux et de construction. Nous avons beaucoup joué sur les coupures, sur les arêtes. Et nous sommes inspirés d'ailleurs pour Milan de cette construction. Intéressant. Nous avons commencé ici. C'est une maquette de construction dans le sol. Alors, il ne s'agit pas seulement d'être au niveau de la rue. Nous avons souhaité construire beaucoup plus. Il fallait aller jusqu'à moins 9 mètres sous le sol pour assurer également un aire de stationnement. Alors, il a fallu un an simplement pour mettre en place, pour préparer le terrain, la construction. Nous étions en dessous de la nappe phréatique, en tout cas, donc il a fallu beaucoup de travail préparatoire à l'accueil de ce bâti. Également pour accueillir ce que sont les pieds, les enracinements. 25 mètres, bien sûr, qui dépassent. Et nous avons pensé au dôme. Nous avons retrouvé cette conception, ces connexions nécessaires. Nous voyons du nord au sud et d'est en ouest. C'est comme une séquence, une suite de construction. Tout cela a commencé en mars 2006. Et chaque partie latérale a une élévation différente. Nous avons changé le niveau des barres, nous les avons positionnés de manière différente. Alors, lorsque tout cela a été construit, les poutres ont été mises en position, ont été positionnées, et donc ces barres en acier tombent d'en haut, si vous voulez, ont l'air de venir d'en haut. Et en fait, c'est là que nous avons situé les bureaux. C'est comme être suspendu, faire pendre un bâtiment. On en revient en tout cas à la construction et au concours. Nous voyons qu'il y a une espèce de chute latérale. Cette saillie sur la rue, avec une légère séparation, avec les bureaux. Oliver Ryan, ici un des architectes, a joué, a pensé à cette cour extérieure qui nous a servi de plateforme pour notre construction. Charlie a dit auparavant que dans tout l'éventail de travaux que nous avons menés à bien, des œuvres que nous avons menées à bien, en fait, il y a des allers-retours. Ici, c'est une construction près de Marion Square à Dublin qui est très complexe avec des appartements, cinéma, lieux de stationnement, etc. Mais il y a également, si vous voulez, cette partie, cette couche, cette épaisseur, cette enveloppe de verre à l'intérieur des cours intérieures sont pensées comme effectivement des briques de verre qui doivent permettre cette pénétration et qui permettent d'ailleurs de faire le lien entre ce qui est privé et ce qui est public. Ce sont des bandeaux de verre exactement. Et nous voyons là les bandeaux de verre et tous les 25 mètres, vous avez
ces structures jumelles qui permettent le passage. Vous les voyez ici, ces bandeaux de verre qui donnent sur la cour intérieure. Ici, par contre, c'est la chapelle et c'est le poids de la chapelle. On vous a parlé de la carrière en Italie, qui, en tout cas, présente des pierres très monolithiques. Et c'est ce que nous avons voulu pour cette chapelle. Ce sont ici des petites pierres, mais qui sont mises l'une à côté de l'autre et qui donnent un sentiment de continuité, puisqu'elles tiennent, elles sont accolées, elles sont apposées, juxtaposées. Alors, c'est aujourd'hui une construction qui a beaucoup de personnalité, à la vérité, qui s'intègre bien dans le bâti naturel, compte tenu de son échelle. Par contre, nous pensons que cette ouverture de l'Aula Magna est une nouvelle ouverture de la ville. C'est toujours le symbolisme et la connexion, la liaison. Cette Aula Magna, lorsque nous l'avons conçue, était tout simplement très profonde, un seul étage, rien de particulier. Nous avons essayé de trouver un langage, quelque chose qui exprime. Nous avions eu l'impression que c'était trop calme, trop monotone, et ce n'est pas tout à fait la manière dont l'université veut s'exprimer par rapport à la ville. Alors, comment assurer qu'il y ait une sorte de langage qui puisse s'exprimer, qu'il y ait un parler et que l'université parle à la ville? Voilà l'espace, voilà la pensée de cet espace qui conduit d'ailleurs vers l'entrée qui est un peu plus loin, la bibliothèque. C'est donc une espèce de sculpture qui divise, partage, met un peu à l'écart ce qu'est le navire qui est un peu plus loin. Le bâti a une autre qualité. Il y a effectivement cet ancrage dans Milan. Et puis, toute cette bandeau de verre de 8 mètres de haut permettent une relation entre l'extérieur et l'intérieur de ce bâtiment. La sculpture de ces petites rues également qui se trouvent à côté. Alors, qu'en est-il des différentes petites cours intérieures qui permettent d'ailleurs la pénétration de la lumière? On pensait que tout cela était très rigide, coupé au carré, etc. Mais finalement, pas du tout. Tout cela nous a permis en tout cas de faire une saillie, de faire une excroissance qui déborde et qui donne sur la rue. Alors, au niveau de la chapelle, avec les différents bureaux, eh bien, vous êtes au niveau de la rue et vous passez au niveau du rez-de-chaussée, ou au moins 5, hein, 5 en profondeur. Et c'est un amphithéâtre, c'est un lieu de cantine. Ces escaliers servent à tout. Ça, c'est pour les professeurs. C'est l'espace qui unit, et c'est par là que montent les professeurs à leur bureau. La structure. Donc, nous avons eu une formidable occasion de travailler sur 25 mètres. 25 mètres, ce sont des constructions très, très riches. Hein. Ça, c'est le niveau de la rue. Ces 25 mètres, très certainement, sont importants, mais nous passons là de 25 à 9 plus bas. Alors, comment contrôler? Comment encourager à ce que ça devienne un lieu de vie? En fait, nous avons décidé de l'ouvrir. Nous avons choisi du CEPO. Et au fur et à mesure de notre avancée dans ce bâti, nous avons découvert que l'intérieur était vraiment comme l'intérieur d'une huître. Donc, il y a la lumière, la surface, qui a renvoyé, qui renvoie de manière extraordinaire la lumière naturelle. Là, c'est l'arrivée. Et l'animation,
qui, en dessous de cette saillie. Alors, ce type d'expérience en architecture, ce type de plaisir raffiné, lorsque vous avez des jardins suspendus, de la lumière, un sens angulaire qui prend une autre dimension. Ça a été décrit dans d'autres modèles par ma collègue. Nous avons en tout cas une impression d'éclairage à l'intérieur, une conjugaison de la structure, de la lumière et des matériaux. Et ici, vous voyez que également l'escalier joue un rôle important. C'est finalement le seul lieu qui est très intime. C'est un cocon. C'est un lieu qui est enveloppant à nouveau et qui est très sculpté, très ancré dans l'intérieur. Qu'est-ce que nous voulons faire? Bien, nous souhaitions en tout cas que ce bâtiment fasse partie de Milan, soit intégré, partie intégrante de Milan. Nous l'avons intégré culturellement et d'ailleurs physiquement. Nous l'avons fait en tenant compte de ce qu'est Milan, mais également nous avons essayé de connecter, de mettre en relation la vie de Milan et la vie de l'université. Alors, l'Aula Magna, vous le voyez, la partie en vert donne vers la ville. Et vous avez vraiment ce sol qui est un peu glissant, qui est en tout cas très brillant, qui donne envie de jouer, de faire du théâtre, et de se divertir. Il y a eu divertissement. Nous souhaitions qu'il y ait plaisir à la fois au sein de l'université, mais également de l'extérieur. En fait, ce Bocconi était un projet qui est double. À la fois, il fallait accueillir 100 professeurs en fait dans un bureau des bureaux qui étaient pratiquement dans le grenier, mais nous avons modifié pour ça la toiture, une toiture qui permette un accueil de lumière et un renvoi de lumière. Et puis, nous avons en tout cas voulu que le contigu soit autre chose, mais en même temps soit aussi ce dont on venait, l'endroit dont nous venions. Puis nous allons terminer sur un projet qui se trouve à Toulouse. C'est un concours que nous venons de gagner avant la Noël et qui maintenant d'ailleurs avance. Nous y travaillons. Le titre, en tout cas, de notre concours était Un monde sans limite. À de nombreux égards, c'est un projet, mais qui décrit d'ailleurs de nombreux éléments qui nous intéressent beaucoup en tant qu'architectes. Nous souhaitons en tout cas réaliser du bâti qui sont à la fois massifs, qui sont lourds, mais qui en même temps libèrent l'espace, du moins c'est ce que nous souhaitons. Et nous souhaitons qu'il y ait une légèreté dans cet espace. Alors c'est vrai que ça peut être contradictoire. Eh bien, à la fois la légèreté, mais la masse, les deux doivent se conjuguer, doivent parvenir à s'harmoniser. Mais également, il y a toutes les aspirations sociales, les aspirations pédagogiques qui doivent être exprimées par le bâti et d'autres pratiques qui souhaitent être pédagogiques, et nous essayons de rejoindre l'humain, de donner à toute notre construction un grand sens d'humanité. Le lieu doit être une caisse de résonance et résonner de plusieurs choses. Alors ici, c'est Toulouse, c'est la faculté d'économie. Nous n'avions pas visité Toulouse avant. Lorsque nous avons été retenus pour ce concours, que nous avons été sélectionnés parmi les nombreux, c'est pas difficile de tomber amoureux de cette ville, bien sûr. Mais ce que nous avons découvert, c'était une ville de tours, des tours très bizarres. Nous n'avions jamais vu de telles tours. Ça, c'est une façade. Ça ressemble néanmoins à une tour vue et qui se trouve en oblique. Nous l'avions également des arcs-boutants de cour intérieure, des sortes de cloîtres, en tout cas des inspirations très fortes de cloîtres, une ville de briques, de murs, mais également de ponts, de canaux qui, en tout cas, harmonisent plusieurs géométries, un peu la géométrie là, du Pont-Neuf,
bien que les dimensions soient bien différentes, ici, le cloître, tout ce lien entre la culture, le climat est étroit. Dans ce que nous avions reçu comme exigence, en tout cas, le client était tout à fait paranoïaque, voulait que l'endroit soit suffisamment frais que pour pouvoir travailler en été. Il craignait très fort la chaleur. Il voulait donc un refroidissement qui, pour lui, ne pouvait pas être uniquement naturel. Il était insuffisant. Alors, ce qui est étonnant également, en ce qui concerne Toulouse, en tout cas, c'est ces intérieurs très frais en été. Vous voyez une maison en briques que je vous ai montré au début. Lorsque nous avons fait cet écran de briques, en tant qu'architecte, nous sommes posé la question de savoir, mais comment assurer la circulation de l'air, comment faire rentrer la lumière. Nous avons beaucoup aimé une construction universitaire, également ce que nous avions fait comme maison plus expérimentale. Et nous avons commencé à penser à comment utiliser la brique de manière contemporaine, mais qui serait tout à fait idoine, en tout cas compte tenu de la ville de Toulouse. Alors, le site, ici, c'est un mur médiéval en briques, 40 mètres, et ils se poursuivent. Il est de 5 mètres de haut, 2 mètres de profondeur. L'université devait se trouver au nord-est, toujours. Il y a là le canal qui se poursuit et qui rejoint la Garonne. Ce que nous avons décidé était le canal du Midi. On commencé à penser à ce centre universitaire, non pas en tant que limite, mais l'occasion de recréer un seuil de nouveau. J'en reviens à ce concept de seuil. Nous devons penser au lieu, voilà le terrain, l'emplacement. Alors, on voit le canal, on voit le mur, on voit les murs de la ville. Et en fait, nous devions nous insérer dans tout cela pour ne pas toujours penser à ce qu'on exige de nous, les prescrits, 60 000 mètres carrés plus ou moins, grosso modo. Et également, il y avait un espace qui devait être consacré aux professeurs, des salles de séminaire et des salles, bien sûr, de conférences ouvertes au public. À Toulouse, ce que nous avons fait, nous avons fait un mur tout à fait vertical pour accueillir les salles de séminaires et de conférences. Puis, nous avons pensé, et ça c'était la partie qui donne sur le canal, les bureaux sont plus à l'arrière. Puis il y a devant tout cet espace vivant, social de l'université. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir, mais comment réaliser ce mur de salle. Et nous sommes dit comment les faire flotter pour et les mettre en interrelation avec le reste de la construction. Nous avons pensé à une espèce de chorégraphie, commencé à penser à comment sculpter les blocs afin d'assurer des liens étroits, nos relations entre le monde de l'université, bien sûr, la ville qui se trouve au-delà. Alors, nous avons analysé ce mur médiéval, sa poursuite ici, le monde urbain, le pont vers la place Saint-Pierre, qui est vraiment le moyeu pour les étudiants, Saint-Pierre de Cuisine, qui est une église romane fabuleuse. Ici, l'allée qui conduit au centre de l'université, la partie principale de l'université. Notre projet, nous y avons pensé comme quelque chose qui devait assurer au bâtiment d'inhaler, d'exhaler, d'inspirer, d'expirer, et qui permettent justement de renvoyer la vie de l'université vers l'extérieur, vers la ville, et donc d'expirer. Nous avons adapté. Bien sûr, nous sommes adaptés aux conditions environnantes. Avons assuré qu'il y ait un lien avec la place Saint-Pierre.
Et puis nous avons construit donc ce mur qui donne sur le canal et la rivière, entre le calme et bien sûr le remue-ménage d'un fleuve. Il s'agit d'une construction qui doit fonctionner dans un lieu qui est tout à fait authentique, mais qui également porte la trace d'un travail d'artisan et qui rappelle ce mur, David. Nous avons réalisé ce lieu qui rappelle la place Saint-Pierre. Nous l'avons fait sous forme de cloître. Voilà l'intérieur, et l'entrée vous conduit vers la ville. Du cloître, vous pouvez voir la Garonne. Nous devions bien sûr nous inspirer des éléments de Toulouse, comme nous l'avions fait dans d'autres cas de figure, les arcs-boutants, les briques, les tours, les cloîtres. Et il fallait retrouver et bien sûr réinterpréter tout cela de manière contemporaine. L'organisation, l'agencement du projet est la suivante. 6 murs qui sont les frontons de ces constructions, et puis des escaliers extérieurs qui servent d'ailleurs en cas d'incendie, mais également nous avons voulu que ce soit des lieux de plaisir, des lieux de divertissement. Nous avons manipulé les formes pour traiter et pour nous insérer dans les conditions environnementales. Et si vous avez l'entrée vers le centre et vous voyez cette cascade de murs qui redescend vers le canal et en bout de course vers d'ailleurs le fleuve. Canal, comme je vous l'ai dit, à eau tranquille. Par contre, le fleuve à eau beaucoup plus agitée. Bon. Et la colonne centrale qui joue un rôle essentiel, qui soutient l'entièreté. Nous avons donc joué sur l'extérieur et l'intérieur. Donc, ce cloître qui conduit aux bureaux qui sont consacrés au personnel. Vous descendez le long de ce mur, une terrasse qui vous conduit à un lieu de conférence. Puis il y en a 2 derrière ce fronton. Et entre les deux, il y a également cette ouverture. Mais cette ouverture qui est une demi-ouverture, qui protège la vie privée. Et ces coupures, c'est dans le mur, en fait, très certainement, provoquent des incisions dans le projet. Mais important pour la connexion avec le monde extérieur. Il y a prise en considération de l'orientation, du soleil, de l'intimité nécessaire. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en considération. Nous avons, en tout cas, 3 cours qui sont des cours visibles des lieux où se trouvent les étudiants. Puis, il y a des lieux d'ombrage, là où nous avons souhaité qu'il y ait seulement reflet de la lumière. Là où la lumière pénètre de manière indirecte, c'est véritablement une inspiration, une expiration. On inspire la vie de la ville et on expire la vie de l'université vers l'extérieur. Très important, le débat dans l'architecture, c'est la mondialisation, la globalisation. Alors, la globalisation, en fait, est en cours. Elle est présente dans tous les aspects de notre vie. Alors là, en tout cas, pour nous, dans notre vision des choses, l'architecture est sans doute le point le plus critique, qui doit permettre de retenir et d'ancrer la culture. En tant qu'architecte, vous avez le choix. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, finalement. Il y a un autre choix qui dit, écoutez, nous faisons partie d'un continuum culturel et vous ancrez votre philosophie dans des lieux qui soient compréhensibles, qui donnent compréhension et sens. Et c'est une occasion de satisfaire le besoin, bien sûr, du client. C'est vrai que c'est un tremplin de besoins, l'architecture, mais il faut également tisser et coudre dans un tissu qui existe déjà. Alors notre projet, notre point, notre position serait notre ancrage philosophique est que le lieu est un don et l'interprétation de ce lieu
Eh bien, c'est véritablement le rôle de l'architecte. Si vous voyez le plan, c'était le rez-de-chaussée, la partie... Non, on est sous terre, alors on est à moins... Alors on dit vraiment qu'il est gravé, il est enraciné, il est sculpté dans la terre, et il est creusé dans la terre, et il s'élève, il émerge comme une pièce de poterie qui ensuite est travaillée pour véritablement renvoyer vers les différents endroits, les différentes composantes de Toulouse qui font de Toulouse des villes tout à fait uniques. Alors, c'est tout un dispositif, c'est toute une infrastructure qui permet de façonner ce pourquoi il a été construit. C'est un lieu de rassemblement, c'est au centre, ce lieu de rassemblement. Et puis, nous montons, nous voyons le plan ici plus détaillé. Il y a énormément de mouvements dans cette construction. L'entrée, depuis Saint-Pierre-des-Cuisines, arrive ici jusqu'au centre. Alors, là, c'est le lieu de rassemblement, je vous l'ai dit, c'est le lieu de rencontre, mais c'est le début de la fracture également, de la séparation. Et puis, les différentes salles ont été établies et ont été conçues pour poursuivre le mur médiéval. Nous avons souhaité maintenir la même structure, le même façonnement de la ville. Il y a donc tout un dialogue entre le collectif et l'individuel. Les chercheurs, par exemple, se trouvent dans des bureaux qui sont vers l'extérieur, là où il y a d'ailleurs une certaine intimité. Puis, lorsque vous rentrez, vous pénétrez à l'intérieur, il y a toute une série de salles de séminaires qui sont en lien avec le canal ou la Garonne, etc., et la ville. Donc, les espaces privés au fil de la montée, eh bien, sont de plus en plus cohérents. Vous voyez le rapport entre les différents étages, mais il y a une verticalité qui permet néanmoins de socialiser l'intérieur de ce bâtiment. Alors, ici, c'est des arcs-boutants qui soutiennent cette excroissance et qui soutiennent l'entièreté du bâtiment. Ceci est une cour intérieure Alors, ces diagrammes, ces perspectives essayent de refléter l'intention, les finalités de ce bâti. Vous pensez à vous, à votre travail individuel, mais vous êtes tout à fait ancré dans l'actualité, dans la vie actuelle de Toulouse. Voilà. C'est ce que nous avons voulu, en tout cas, via cette structuration. Vous arrivez, par exemple, de Saint-Pierre-des-Cuisines, entrez dans l'intérieur, vous pouvez prendre une tasse de café, vos collègues sont en haut. Et il y a des petites cours intérieures qui permettent d'ailleurs l'entrée de la lumière, mais qui se fait via des constructions de cloîtres afin de ne pas être trop violente. Et puis il y a toute cette matérialité, texture locale. Ça, c'est le canal qui a creusé la pierre de manière extraordinaire. Canal, l'église, a l'intention architecturale, c'est de se tisser et de s'insérer dans ce qui est déjà, en commençant par les arcs-boutants, qui permettent d'ailleurs pas mal de modifications et qui permettent de conserver les caractéristiques du lieu, de mieux marier le lieu et de le replacer d'ailleurs dans tout ce qu'est la forme et la composition de Toulouse. Ce qui est formidable pour nous, c'est ce bord qui est une infrastructure naturelle, ces arbres ce bandeau d'arbres qui est fabuleux et qui est la fin de la rive, qui marque le terme de la rive de la Garonne. Pour chaque projet, en fait, nous souhaitons l'ancrage. Pour nous, c'est notre position philosophique d'ancrer physiquement le bâti. Et c'est vrai qu'au fil du temps, nous avons voulu marier l'ancrage et l'animation, c'est-à-dire on se situe dans une planète et nous avons des interconnexions, des interrelations, des rapports avec les autres qui font l'animation. Merci.